C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que les algorithmes, par exemple, de réseau de neurones, et maintenant, on peut les implémenter rapidement donc, dans des applications et que c'est des choses qui peuvent être très utilisées d'une manière très simple. Alors, il faut noter juste une chose. Donc, d'abord, il y a les architectures massivement parallèles. Alors, surtout en utilisant les cartes, ce qu'on appelle GPU. Alors, GPU, c'est Graphical Processing Unit. Alors, c'est quoi en fait les GPU? Vous savez, les GPU, c'est historiquement, en fait, NVIDIA. Donc, c'est un constructeur que vous devrez connaître. Bon, NVIDIA, à l'époque, je crois même avant les années 2010, avant même les années 2010, en fait, NVIDIA avait créé une carte graphique. Alors, je suis sûr que parmi vous, il y en a ceux qui ont des ordinateurs qui utilisent cette carte graphique NVIDIA, qui était utilisée généralement pour les jeux vidéo. Alors, en fait, c'est quoi cette carte graphique NVIDIA? Donc, il vous fournit, en quelque sorte, il fournit des milliers de petits microprocesseurs graphiques qui sont utilisés pour calculer le rendu graphique. C'est pour, par exemple, le calcul matriciel, le calcul du rendu graphique. Vous voulez faire, par exemple, une animation, ou je sais pas, vous voulez faire, par exemple, une animation 3D ou des choses comme ça. Normalement, pour faire de l'animation 3D, il faut faire beaucoup de calculs. Généralement, c'est des calculs matriciels, c'est des calculs d'algèbre linéaire. Et avec le CPU, c'est pas suffisant pour effectuer en temps réel tous ces calculs. Alors, ce qui fait que NVIDIA avait l'idée de développer justement une carte graphique que vous installez dans votre machine. Et une fois que cette carte graphique, vous l'avez, vous disposez donc de milliers de petits microprocesseurs. C'est des petits microprocesseurs qui ne sont pas très puissants, mais tout simplement qui permettent de faire ce qu'on appelle qui vont permettre d'aider le CPU à faire des calculs concernant le rendu de, par exemple, les graphiques, c'est-à-dire, par exemple, le calcul des animations. C'est quoi l'idée principale? C'est que, par exemple, si vous prenez une image, par exemple, bitmap, vous savez, une image, par exemple, c'est une matrice de pixels. Alors, pour ne pas faire le calcul matriciel avec le CPU, qu'est-ce que je fais? Je prends l'image, je vais la stocker dans le GPU. En fait, dans le GPU, vous savez, vous avez beaucoup de processeurs, et chaque microprocesseur, chaque GPU, chaque unité graphique, va s'occuper d'un pixel. Donc, si vous avez plusieurs CPU, chacun utilise, c'est-à-dire chacun, par exemple, s'occupe d'un pixel ou bien d'un groupe ou bien d'une partie de l'image, ben, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? On pourra faire ce qu'on appelle du calcul parallèle. Alors, c'est-à-dire plusieurs microprocesseurs qui permettent de calculer en parallèle. Avec ça, on peut accélérer donc bien sûr le calcul graphique. Donc, les GPU étaient déjà utilisés dans les jeux vidéo. Pratiquement les amateurs ou bien les spécialistes, les professionnels des jeux vidéo donc utilisaient les GPU depuis très longtemps. Mais après, en 2010, particulièrement en 2010, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est qu'en fait, NVIDIA avait ouvert l'architecture GPU pour faire ce qu'on appelle le GP-GPU, c'est-à-dire c'est pour faire des calculs parallèles pour n'importe quelle application. Pas forcément pour les applications graphiques, parce qu'à l'époque, c'était fait pour les jeux. Mais après, NVIDIA avait créé une API qui s'appelle CUDA. Alors CUDA, donc, c'est une API qui est basée sur le langage C. Alors c'est tout à fait normal parce qu'en fait, pourquoi le langage C? Parce que il n'y a pas mieux que le langage C parce que c'est plus, on va dire, proche du matériel. Donc ce qui fait que avec cette API CUDA, dans n'importe quelle application, vous pouvez utiliser CUDA. Et si vous utilisez donc cette API CUDA, vous pouvez utiliser le GPU pour faire le calcul parallèle. Alors maintenant, CUDA donc édico donc pratiquement tous les domaines d'application, dans le domaine de l'imagerie, dans tous les domaines, dans le domaine scientifique, de la recherche scientifique, ben, tout simplement les scientifiques commencent à utiliser donc CUDA et les GPU pour faire des calculs parallèles.
Après, en fait, Nvidia, donc c'est lui qui a pratiquement, c'est-à-dire démarré cette machine, c'est-à-dire cet écosystème. Mais après, il y a AMD, notamment. En fait, Nvidia, donc il y avait des cartes graphiques GeForce, Titan. Il y a plein de cartes graphiques qui sont assez connues, donc ça, on va en parler. AMD a créé sa propre carte Radeon. C'est les concurrents de Nvidia. En fait, il y a Nvidia, il y a AMD. Intel également a créé des circuits intégrés dans le CPU qui permet également d'utiliser donc qui représentent des cartes GPU également. Et après, il y a quelque chose qui s'est développé. D'abord, déjà, si vous utilisez CUDA pour faire des calculs parallèles, ça veut dire que CUDA, il ne peut être utilisé que pour NVIDIA. Donc, on est bien d'accord. Si vous programmez, vous faites des calculs parallèles avec CUDA, c'est que votre application ne peut s'exécuter que sur des cartes graphiques, c'est-à-dire des accélérateurs de type NVIDIA. Mais par exemple, pour AMD, non, ça ne peut pas marcher. Alors, ce qui fait qu'après, il y a quelque chose qui s'est développé. Au lieu de CUDA, il y a ce qu'on appelle OpenCL. En fait, OpenCL, c'est une spécification qui a été créée et qui permet de faire également du calcul parallèle sur les GPU, mais d'une manière cross-platform. Ça veut dire quoi? Si vous utilisez OpenCL au lieu de CUDA, vous allez pratiquement, votre application peut s'exécuter sur des applications qui disposent de NVIDIA, ou bien ça peut être AMD ou ça peut être autre chose. Et après, il y a un autre standard qui est créé, ce qu'on appelle OpenGL, qui est créé pour les systèmes embarqués. En fait, même les systèmes embarqués ont la possibilité d'utiliser donc les cartes graphiques GPU, les cartes GPU pour faire des calculs parallèles. Et depuis quelques années, tout récemment, il y a WebGL. Alors WebGL, également, c'est un standard qui a été créé pour faire du calcul parallèle sur les GPU au niveau d'un navigateur web, un browser. Ça veut dire avec du JavaScript. C'est très important. C'est-à-dire dans une application JavaScript, dans une application mobile ou dans un navigateur web, par exemple, vous pouvez utiliser du JavaScript avec votre application JavaScript. Vous pouvez également utiliser les GPU, c'est-à-dire vous pouvez accélérer le calcul côté, cette fois-ci, navigateur, côté browser. Donc grâce au WebGL. C'est d'ailleurs à partir de là qu'il y a une version de TensorFlow qui a été créée par Google, qui est TensorFlow JS, justement, dont on va parler, et qui est basée sur WebGL. Alors, en fait, ça, c'est d'abord, ça, c'est l'un des catalyseurs de l'intelligence artificielle. C'est que grâce au GPU, par exemple, grâce au GPU, c'est-à-dire ce calcul parallèle, les réseaux de neurones qui demandaient beaucoup de calculs, notamment beaucoup de calculs d'algèbre linéaire, et ben, ils ont trouvé que les GPU, c'était une solution. Et actuellement, tous les gens qui font de l'intelligence artificielle, pratiquement, ils courent derrière ces cartes graphiques NVIDIA. Donc, si vous voulez savoir les prix des cartes graphiques NVIDIA, donc vous pouvez avoir des cartes graphiques NVIDIA qui peuvent de 1000 dirhams jusqu'à 50 000 dirhams. Donc, tout dépend de la puissance de la carte. Alors ici, donc, par exemple, la carte NVIDIA GeForce GTX. Donc, ça coûte aux environnements de 30 000 dirhams. Donc, vous voyez, pour les laboratoires qui font des calculs parallèles, pour faire l'entraînement, c'est énorme. Alors ici, donc, vous voyez, donc, ça, c'est un exemple de machine qui contient plusieurs cartes GPU. Ici, donc, il y en a 8, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est des cartes graphiques de type Titan. Avec pratiquement une machine avec un prix qui peut aller jusqu'à 30 en fait, en dollars, ça. C'est-à-dire 300 000. 300 000, voilà, exactement. 300 000 dirhams à peu près. Donc ça, c'est pour les entreprises qui
qui veulent faire, c'est-à-dire l'entraînement des modèles de deep learning dans leur propre infrastructure, généralement, ils ont besoin d'acheter des machines comme ça, avec des GPU, avec une infrastructure comme ça. Mais après, euh, sinon, ben, il faut faire ça sur le cloud. Maintenant, si vous travaillez au cloud, donc si vous regardez dans le cloud computing, par exemple, les fournisseurs du cloud fournissent l'infrastructure qui est basée sur justement les GPU et qui permettent de faire des calculs au niveau du cloud. Alors, sauf que en fait, architectures parallèles euh, ne sont pas suffisantes, si vous voulez, pour résoudre le problème. Et après, il y a les systèmes distribués aussi. C'est-à-dire, il y a les architectures parallèles qui ont permis donc d'accélérer les calculs, mais on a besoin de plusieurs machines qui sont distribuées, qui permettent c'est-à-dire de résoudre le problème de calcul massivement parallèle et massivement distribué. Est-ce que vous avez compris cette partie-là? Oui, monsieur, c'est compris. Alors, est-ce que d'abord, est-ce que c'est clair pour cette première partie? Et j'aimerais bien avoir quelques questions concernant cette première partie. Est-ce que c'est clair? Tout est bien clair? Oui, monsieur. Ouais. Ok. Alors, vous me faites soit ok, soit question. Pour les autres. Allez-y. Ok pour tout le monde, soit s'il n'y a pas de ok, ça veut dire qu'il y a forcément une question. Voilà. Et en même temps, ça me donnera une idée sur ceux qui sont réellement présents. Alors, parmi vous, qui a une carte Nvidia dans sa machine? Moi, monsieur. Youssef, qui d'autre? Moi aussi, monsieur. Zed. Mehdi, c'est ça? Oui. Oui, Mehdi. Alors, en fait, vous savez très bien, en fait, la carte Nvidia avant de l'avoir dans votre ordinateur, vous savez que c'est une architecture massivement parallèle basée sur les GPU? Non? Au suivi le hasard. Si, monsieur, mais pas le détail, juste D'accord. une idée. D'accord. Ouais. Ok. Très bien. Alors, il y en a sûrement parmi vous ceux qui ont une machine, mais ils ne savent pas qu'ils ont une carte Nvidia. J'en suis sûr. Alors après, vous allez vérifier donc les caractéristiques de vos cartes graphiques de vos machines et vous regardez. Parce que quand on va pratiquer les machines de deep learning, donc vous allez faire des exécutions et après vous allez regarder un peu si vous utilisez le CPU tout seul, combien de temps ça prend. Et si vous utilisez le GPU, ça prend combien de temps. Et comme ça, vous allez voir vous-même le facteur de vitesse et accélération plutôt c'est-à-dire que les cartes GPU donc, peuvent fournir comme outil de performance, c'est-à-dire aux applications. Bien, alors maintenant, les GPU, c'est l'un des catalyseurs, mais ce n'est pas le seul. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a un petit peu contribué à accélérer donc c'est-à-dire ce processus des algorithmes d'intelligence artificielle? Donc, il y a les systèmes distribués. Bon, forcément, donc votre discipline, vous voyez donc dans votre spécialité, ça c'est quelque chose de fondamental à connaître. Donc, dans les architectures, quand vous parlez des clouds, quand vous parlez des calculs de haute performance, quand vous parlez de calculs parallèles. Donc là, vous aurez besoin d'avoir des connaissances sur les GPU. Mais également, il y a les systèmes distribués. C'est-à-dire qu'avant, il était difficile de faire collaborer plusieurs machines à travers des réseaux pour partager, pour distribuer les calculs. Bon, après, donc, il y a l'évolution avec les middleware. Donc, il y a un cours qu'on va faire sur la partie middleware, donc concernant l'architecture J2E.
Et justement, donc, il y a des middleware qui permettent de créer des applications distribuées comme RMI, Remote Method Invocation. Historiquement, il y a Corba, GMS pour tout ce qui est la communication asynchrone, MPI, etc. Alors tout ça, c'est vraiment des années 2000. Après, il y a la notion des grès de calcul. Après, il y a des protocoles de messagerie asynchrone qui se sont développés, comme par exemple AMQP, MQTT Stamp. Alors, ça, c'est des protocoles qui permettent de faire la messagerie ou bien la communication asynchrone entre les applications. Et c'est très, très utile pour les applications aujourd'hui. Avec des brokers qui ont été développés comme RabbitMQ, comme ActiveMQ, comme Kafka. Donc, c'est des brokers qui permettent maintenant c'est vraiment des solutions qui permettent d'échanger des milliards et des millions de messages entre les applications d'une manière très performante. Il y a également des caches mémoire distribuées comme Hazelcast. Il y a des middleware pour les systèmes multi-agents comme JAD par exemple, etc. Donc vous voyez bien, il y a depuis les années en fait de 2000 c'est-à-dire depuis les années on va dire 2010, les choses se sont développées assez rapidement. Et aujourd'hui donc, comme vous pouvez le constater, on peut facilement créer des applications distribuées dans lesquelles on peut exploiter pas mal de middleware pour les applications distribuées. Alors l'un des autres catalyseurs de l'intelligence artificielle, notamment, c'est les applications mobiles et IoT. Alors d'abord, c'est parce que les appareils mobiles se sont très vite développés. Donc vous savez que si vous avez un smartphone, vous devrez savoir que vous disposez de beaucoup de capteurs dans votre poche. Alors vous avez une caméra avant-arrière, parfois vous avez 3 caméras dans vos téléphones. Il y a l'écran tactile, il y a les microphones. Vous pouvez avoir de 1 jusqu'à 3 microphones sur un smartphone. Il y a des détecteurs de proximité, il y a des capteurs de luminosité, il y a des capteurs éphéoles, il y a des capteurs, des magnétomètres. Hein, il y en a 3 capteurs. Il y a la boussole, il y a le guidage GPS, le détecteur de métaux, la réalité augmentée. Et je crois que ça, c'est très utile pour eux parce que le projet que je viens de vous donner dans les applications mobiles, donc je vous ai demandé d'exploiter les fonctionnalités des appareils mobiles. Vous voyez, donc exploiter, ça veut dire qu'il faut exploiter ces capteurs-là pour apporter un peu d'innovation. Détecteur de la réalité augmentée, les gyromètres, gyroscopes. Il y a 3 capteurs aussi. Les accéléromètres, il y a 3 capteurs. Donc pourquoi 3 capteurs? Parce que en fait vous avez longitude, latitude, donc globalement ça permet il faut calculer en fait la vitesse ou bien l'accélération dans les 3 directions. Il y a des thermomètres pour tout ce qui est la température. Ça peut être utile pour vous pour le projet coronavirus, donc voir comment si vous avez la possibilité de mesurer la température des citoyens par exemple. Les ergomètres pour mesurer la pression, plutôt l'ergomètre c'est pour l'humidité, donc pour mesurer l'humidité. Les capteurs de gestes infrarouges, détection de mouvement de la main, etc. Des capteurs de pression, des baromètres, etc. Des scanners d'empreintes digitales, vous avez des capteurs d'impulsion cardiaque. Vous voyez donc déjà, dans la technologie mobile, il y a plein de choses qui se sont développées également entre-temps, qui font que on peut exploiter ces capteurs-là pour doper en quelque sorte les applications. Donc ça, c'est pour les smartphones. Alors au niveau développement mobile, il y a des solutions de développement mobile qui se sont développées. Donc il y a le développement mobile natif, donc ça c'est historiquement pour Android, iOS, Windows Phone, etc. Donc il y a des langages qui sont c'est-à-dire créés en mode natif, mais il y a des frameworks qui ont été développés pour créer ce qu'on appelle des applications cross-platform. Donc on en a déjà parlé, il y a Ionic, React Native, Flutter. Alors tout ça, ça permet de faciliter le développement d'applications mobiles. Alors pour la partie IoT, donc la même chose. Il y a des cartes miniaturisées que vous pouvez utiliser, comme par exemple des cartes Raspberry, des cartes d'Arduino. Des milliers de capteurs peuvent être, qui sont vraiment maintenant très disponibles. On peut facilement acheter des capteurs avec des prix qui sont très abordables, très raisonnables.
Et après, donc, vous avez des prix, donc des cartes graphiques, des cartes par exemple Raspberry, Arduino, donc qui deviennent très populaires, qui sont pas très chères. Alors ici, donc, ce que vous voyez là, ce que nous avons d'ailleurs chez nous, en fait, au laboratoire à l'ESET, vous voyez ici, donc ça c'est un cluster de Raspberry, d'ailleurs que j'utilise personnellement pour faire le calcul distribué. Donc vous voyez, donc chaque Raspberry c'est une machine. Tout ça, vous avez un cluster. Ça, on peut, c'est-à-dire ici, donc il y en a, je crois, 8 ici, mais voilà, il y en a 8, mais il y a encore d'autres blocs. Donc on en a un cluster de 32 Raspberry qui peuvent être utilisés pour faire le calcul distribué, c'est-à-dire c'est comme si vous avez un réseau de 32 machines, si vous voulez. Alors ça, c'est des choses qu'on peut faire facilement avec, c'est-à-dire des cartes comme par exemple Raspberry. Et après, par la suite, il y a également les frameworks de machines deep learning qui se sont développés. Alors en fait, depuis que l'architecture GPU a été ouverte au développement, au calcul scientifique parallèle, en fait, l'un des premiers qui ont exploité ça, il y a Google. En fait, Google, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, tout simplement, il a créé une implémentation parallèle de l'ensemble des algorithmes de l'algèbre linéaire. Vous savez que pour faire l'apprentissage avec les réseaux de neurones, on a besoin de faire le calcul de l'algèbre linéaire avec des calculs matriciels, l'inverse des matrices, produit des matrices, le transposé. Donc, généralement, quand vous utilisez les réseaux de neurones, vraiment, vous faites beaucoup de calculs matriciels. Alors, ce qui fait que, pratiquement, si vous voulez, en fait, qu'est-ce qu'il a fait Google tout simplement? Il a développé dans son laboratoire, et bon, ils ont pris le temps de développer les algorithmes de tout ce qui est le calcul de l'algèbre linéaire. Ils ont fait une implémentation parallèle basée sur CUDA pour faire des calculs parallèles sur les GPU. Alors, après, donc, ils obtiennent une librairie qu'ils vont appeler par la suite TensorFlow. Alors, bien sûr, TensorFlow, donc, principalement, je vais vous montrer tout à l'heure son architecture, il est basé sur CUDA, principalement. Donc, du moment qu'il est basé sur CUDA, donc ça veut dire il y a, c'est-à-dire la couche de base de TensorFlow, c'est du langage C++, généralement qui est utilisé. Mais après, par la suite, il y a des API de haut niveau qui ont été développés, qui sont basés, la plus connue, c'est Python, en fait, la plus utilisée, parce qu'en fait, Python, entre-temps, c'est un langage qui est devenu très populaire et qui est utilisé donc, pratiquement par beaucoup de développeurs partout dans le monde. Et donc, il y a l'implémentation Python, mais également on peut utiliser des TensorFlow avec c'est-à-dire son API C++ ou Java, bon, peu importe. Il y a en fait Keras, en fait c'est une implémentation de haut niveau, c'est une couche de haut niveau de TensorFlow qui permet de faciliter la création des modèles et l'entraînement des modèles. TensorFlow.js, donc c'est l'implémentation JavaScript. PyTorch, c'est l'implémentation de Facebook. ML.NET, c'est pour C# pour Microsoft. Deep Learning 4J pour les applications Java, etc. Donc ça veut dire que il ne faut plus dire une chose, parce que c'est vrai que le premier sans doute qui était connu, c'est TensorFlow, avec souvent c'est l'implémentation Python qui est utilisée. Mais il y a maintenant depuis 2 années, c'est depuis 3 années, cet écosystème s'est développé, ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, vous êtes dans n'importe quel langage. Si vous développez des applications web, par exemple, vous voulez faire de l'intelligence artificielle côté navigateur, côté browser ou bien côté application mobile, bon, il est plus pratique d'utiliser du JavaScript. Alors, si vous utilisez du JavaScript, donc, ça veut dire que vous allez utiliser TensorFlow.js, c'était la version JavaScript de TensorFlow. Si vous avez des applications Java, par exemple, donc il vaudrait mieux utiliser Deep Learning 4J. Si vous avez des applications C#, il vaudrait mieux utiliser ML.NET. Globalement, c'est-à-dire que maintenant l'écosystème s'est développé. On n'est plus dans la configuration, ça y est, TensorFlow, Python, c'est uniquement ce qui est utilisé. On peut utiliser n'importe quelle implémentation, n'importe quel framework pour utiliser les fonctionnalités de l'intelligence artificielle et les intégrer dans les applications. Bon, après,
après, par la suite, je ne vais pas parler des détails, mais après également, il y a de l'évolution au niveau du big data, donc ça vous en savez plus. C'est-à-dire, il y a des solutions qui permettent maintenant de stocker des grandes quantités de données d'une manière distribuée. Mais bien sûr, le big data lui-même, il est lié au système distribué. Ici, donc tout ça c'est lié parce qu'en fait c'est grâce en fait au système distribué que le big data, donc c'est-à-dire l'écosystème de big data, donc c'est développé. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est au niveau de quand j'ai parlé IoT, les capteurs. Avec ces capteurs, en principe, on peut facilement créer les datasets, c'est-à-dire on peut avoir maintenant beaucoup de données, beaucoup d'informations qui permettent d'entraîner facilement les modèles. Il y a en fait les algorithmes, comme je disais, il y a également le cloud computing. Du moment qu'il est difficile de disposer des machines puissantes avec les GPU, avec des architectures distribuées, etc. Donc on peut faire le calcul au niveau du cloud. Il y a en fait des fournisseurs du cloud qui permettent c'est-à-dire de vous offrir l'infrastructure qu'il faut pour pouvoir effectuer des calculs de haute performance. Il y a également l'évolution au niveau des réseaux télécommunications, surtout les télécoms avec le débit, donc c'est-à-dire des réseaux qui se développent avec les connexions 4G, 5G. Donc ça c'est une grande évolution parce que la connectivité est très importante. Et sans oublier également, il y a l'open source. En fait, l'open source, c'est justement c'est grâce à cet esprit de l'open source que les solutions se sont très vite développées et que maintenant les développeurs disposent de tout ce qu'il faut pour pouvoir facilement mettre en place des applications qui permettent d'intégrer facilement les fonctionnalités de l'intelligence artificielle. Voilà, alors ce que vous voyez là, moi c'est ce que j'appelle en fait les catalyseurs de l'intelligence artificielle. Donc si vous voulez, les architectures parallèles, les systèmes distribués, les applications mobiles IoT, Big Data, les algorithmes machine learning, les frameworks de machine et deep learning, le cloud computing, réseau télécom, open source. Alors tout ça, depuis les années 2010, à partir des années 2000 d'ailleurs, depuis les années 2000, que les choses se sont développées assez rapidement. Bon, ce qui fait qu'à partir des années 2012, on commence, c'est-à-dire les réseaux de neurones ont rené en quelque sorte, ont réapparu donc avec des capacités qui sont, avec des possibilités qui sont énormes. Voilà la raison pour laquelle maintenant, depuis 2012 jusqu'à maintenant, c'est-à-dire cette vague de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire a refait surface. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est qu'en termes algorithmiques, c'est que l'essentiel des algorithmes que vous allez utiliser, c'est des choses très anciennes, c'est-à-dire qui sont déjà élaborées depuis longtemps. C'est vrai qu'il y a des nouveautés, c'est-à-dire il y a de nouveaux modèles qui sont créés depuis récemment, depuis quelques années, il y a une avancée, mais il se trouve que les principaux algorithmes de base des frameworks de machine et deep learning, c'est quelque chose qui est développé depuis longtemps. Alors, sauf que ils étaient restés dans le tiroir, ils attendaient justement l'infrastructure, ils attendaient des architectures massivement parallèles, ils attendaient les systèmes distribués, ils attendaient des frameworks open source, il faut attendre tout ça pour pouvoir donc les exploiter. Bon, ça c'est est-ce que c'est clair est-ce que c'est clair cette partie-là concernant les catalyseurs de l'intelligence artificielle? Oui, c'est clair. Pour tout le monde? Pas de questions, donc je passe à la suite.